Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter mon top des lectures de l'année 2017. Il est temps, je me dis que jusqu'au 31 ça va, ça passe, ça passe. Donc on va commencer tout de suite pour pas avoir une introduction qui dure 1000 ans. J'ai 5 bouquins que j'ai vraiment adorés et 2 mentions spéciales. Donc on commence tout de suite par mes 2 coups de cœur dont j'ai déjà parlé dans ma toute première vidéo YouTube, donc je vais pas non plus m'attarder dessus, hein. Donc j'en ai un là, c'est Charlie Davidson, le tome 1, et l'autre je l'ai déjà prêté à ma maman, donc je l'ai pas sous la main, mais c'est le tome 1 de Lucy Valentine, Follement. Donc ces 2 histoires sont des lectures, comment dirais-je, un peu doudou pour moi. Pour revenir sur Lucy Valentine, très rapidement, elle a le don de voyance. Donc en fait, quand elle touche la main des gens, elle a des visions et elle pensait jusqu'à présent que ça l'aidait à retrouver uniquement les objets perdus. Mais elle va réussir à trouver une autre utilité à son don et elle va mettre ses, on va dire, ses talents particuliers au service de l'entreprise de son papa, à savoir une agence matrimoniale. Et elle va aussi finir par être consultante pour la police. À chaque fois que je prends un tome, je sais que je vais passer un bon moment. Voilà. Et j'aime beaucoup cette idée d'avoir des lectures sûres. C'est-à-dire que quand on sort peut-être d'une lecture un peu décevante ou d'une lecture un peu dure, je sais pas moi, un thriller, quelque chose comme ça me rassure de me dire que j'ai des livres doudous qui vont me faire du bien, dans lesquels je vais me sentir bien et ça va passer comme un chocolat chaud un après-midi d'hiver. Voilà. Pour revenir sur la série Charlie, sur la découverte du tome 1, j'avais eu un énorme coup de cœur parce que ça se lit super bien, super vite. J'ai adoré cette histoire de Nana qui est officiellement détective privée et officieusement la seule et unique faucheuse de l'univers. J'adore cette série, c'est pareil, c'est un... Je pense que c'est le genre de série comme Lucy Valentine où on peut y aller les yeux fermés, on sait qu'on va passer un bon moment. On enchaîne avec mon troisième coup de cœur de l'année 2017. Il s'agit du livre Le Petit Cœur Brisé, écrit par Moka et publié chez l'école des loisirs. En fait, j'ai découvert ce livre grâce au blog de Margot Liseuse. Dans cette histoire, on va découvrir Mélène qui, malheureusement, point de vue famille, jamais eu trop de bol parce qu'en fait, à l'âge d'1 an, elle a perdu ses parents. Ensuite, elle a été élevée par sa grand-mère et au début du livre, on la retrouve à la 11 ans et sa grand-mère, qui l'a donc élevée, vient de décéder. Le truc super joyeux, tu te dis, attends, t'as eu un coup de cœur pour une histoire qui commence aussi bien, wouh! Non, non, mais rassurez-vous, oh, c'est pas non plus super glauque à ce point-là. Du coup, elle va être confiée à 2 cousines de sa grand-mère, qui sont toutes les 2 photographes et qui ont déjà fait un certain nombre de fois le tour du monde, et qui sont un petit peu loufoques. Et en fait, à un moment donné, quand toutes les 3, elles vont trier un peu les affaires de la grand-mère, elles vont tomber sur une photo d'une petite fille qui ressemble quasiment trait pour trait à Mélène et qui a autour du cou exactement le même médaillon qu'elle. Sauf que celui de Mélène, il est tout cabossé. Donc du coup, Mélène va se poser des questions, elle va se demander qui est cette petite fille et comment le petit cœur s'est retrouvé tout cabossé. Et voilà. Et à partir de là, il y a aussi une histoire qui est en lien avec l'héritage. C'est une histoire que j'ai adorée, déjà parce que ça se lit vraiment très très bien. C'est vrai que c'est de la jeunesse, mais quand même le style d'écriture est vraiment sympa. Les personnages que j'ai préférés, c'est les fameuses cousines qui vont prendre Mélène sous leurs ailes. Parce que c'est le genre de personnage un peu original, un peu loufoque, auquel on s'attache tout de suite. Et j'ai beaucoup aimé le fait qu'elles aient voulu prendre en charge elles-mêmes l'éducation de Mélène. C'est-à-dire qu'elles vont l'enlever de l'école et c'est elles qui vont se charger de lui donner des cours, etc. Comme elles sont photographes, elles vont vouloir lui montrer la photographie. Savoir bien regarder autour de soi pour faire des belles photos, trouver un bel angle qui fait d'une photo un peu banale, une photo super jolie, savoir vraiment regarder autour de soi, apprendre à dessiner, aller manger des burgers parce qu'elle avait jamais fait ça avant. En fait, ce que j'ai particulièrement aimé dans leur éducation, c'est qu'elles ont décidé
d'apprendre à Mélène tout ce qu'on n'apprend pas à l'école en fait. Et moi ça m'a touchée particulièrement parce que personnellement j'ai peut-être un peu trop la tête dans les livres et pas trop dans la réalité, c'est peut-être un peu trop rêveur comme raisonnement, mais j'aurais bien aimé moi-même avoir accès à des cours, que ce soit en option ou autrement, des cours qui diffèrent des cours classiques en fait, de maths, français, géo. J'aurais bien aimé qu'on m'apprenne certaines choses qu'on nous apprend malheureusement pas à l'école. Et peut-être que ces cours-là m'auraient appris un peu plus de confiance en moi. Parenthèse close. Voilà ce que je peux dire sur ce joli petit livre qui se lit très très bien parce que c'est pas très très long. Mais en tout cas, c'est une histoire que j'ai trouvée assez touchante et assez originale. Ensuite, je voudrais vous parler de ce livre écrit par Anne Persin, Comment maximiser enfin ses vacances. En fait, c'est un tome 4 et sincèrement, ça a été une surprise pour moi parce que je ne m'attendais pas à un tome 4. J'ai découvert le tome 1 de cette série, donc Comment bien rater ses vacances en 2010. Le tome 2 est sorti en 2011 et le tome 3 est sorti en 2012. Comme on était en 2017, je me suis dit, voilà, la trilogie est bouclée, il n'y aura pas de suite et puis tant pis, c'est malheureux, l'histoire était vraiment bien, mais voilà, elle est terminée. Donc du coup, j'étais assez surprise quand j'ai vu qu'il y avait un tome 4 qui sortait. En plus, un peu bricasse, donc je me dis waouh, il y a plein de nouveaux personnages à découvrir, plein de nouvelles aventures, ça va être trop bien. Et pour recontextualiser un petit peu, parce que bon, ça va être compliqué de parler du tome 4 si vous savez pas du tout de quoi ça parle de base. Le personnage principal s'appelle Maxime, il est lycéen et il est complètement fanat de musique. Dans Comment bien rater ses vacances, comme beaucoup d'ados, je pense, arrivés à un certain âge, il décide de ne pas partir en vacances l'été avec ses parents parce que voilà, il en a ras-le-bol, il a envie de faire autre chose. Et ses parents, eux, décident de partir faire leur rando en Corse. La petite sœur, elle est confiée à un couple d'amis avec qui elle s'entend très bien. Et Maxime, du coup, il se retrouve à passer l'été avec sa grand-mère, et puis voilà, s'ensuit tout plein d'histoires. Et à la fin du tome 3, Maxime a réussi à monter un groupe de musique. Donc c'est un de ses plus grands rêves. Et il a monté ce groupe de musique avec son oncle Christian qui est guitariste, le petit ami de son oncle qui est bassiste je crois, et un pote flic rencontré lors du premier tome qui est batteur. Et dans ce tome 4, du coup, on va retrouver tous les membres du groupe qui décident de partir l'été faire une tournée, tout simplement. Et puis se greffe au groupe la petite sœur de Maxime et sa petite amie. Et du coup, tout ce petit monde s'embarque pour, il me semble, le bassin d'Arcachon. Et voilà, c'est un groupe de potes, famille aussi, et forcément l'été, il se passe plein de choses, ils vont rencontrer de nouvelles personnes, et voilà, grosso modo, je peux pas forcément en dire plus sans trop spoiler, mais bon, en général, quand on part comme ça sur les routes avec une bande de potes, il peut se passer plein de choses et c'est ça qui est intéressant aussi. En tout cas, ce qui est cool, c'est qu'il y a quand même pas mal de références musicales là-dedans et que toutes les références citées se retrouvent listées à la fin du bouquin, ce que je trouve assez génial si jamais on a envie de jeter une oreille à tout ça. Voilà ce que je peux dire sur ce bouquin. Enfin, mon dernier coup de cœur qui date quand même du mois de juin, donc ça commence à faire une longue période sans coup de cœur, c'est le tome 3 des Fiancées d'hiver de Christelle Dabos, publié chez Gallimard. La mémoire de Babel. Alors, petite parenthèse couverture. C'est-tu pas beau cette illustration là? Alors j'avoue que j'avais quelques doutes sur la couleur parce qu'on le voit là d'ailleurs, le tome 1 était bleu et le tome 2 était jaune et là on est sur du vert. Je me dis que pour le quatrième et dernier tome, on aura peut-être du rouge, je ne sais pas, rouge, ou peut-être du violet pâle, je ne sais pas. Bref, là encore c'est une suite de séries. Alors si vous ne connaissez pas, sortez de votre grotte, non je déconne. Si vous ne connaissez pas et que vous êtes assez féru de fantasy et de steampunk mélangé, foncez, franchement c'est trop bien. Pour recontextualiser grosso modo, en fait on est dans le monde d'Ophélie. Je pense qu'on peut parler de monde post-apo quand même. En gros la Terre a subi la déchirure avec un grand D. Et maintenant la Terre se compose de 21 arches majeures. Il me semble qu'il y en a une centaine d'arches mineures aussi.
chaque arche dirigée par un esprit de famille a donc développé un pouvoir qui lui est particulier. Et là où on découvre le personnage principal, à savoir Ophélie, on est sur Anima. Et sur Anima, le pouvoir principal, c'est d'être animiste, à savoir animer les objets, leur donner vie. Ce qui fait que Ophélie est si particulière, c'est parce que elle, c'est une liseuse, c'est-à-dire que quand elle touche les objets, elle est capable d'en lire la mémoire, de remonter dans le passé de l'objet et de découvrir des informations. Et accessoirement, elle peut aussi voyager en passant à travers les miroirs. Pour cette particularité de savoir lire le passé des objets, elle va être mariée de force à l'intendant de l'Arche du Pôle, à savoir Thorn. Et forcément, le mariage, il n'est pas anodin. Hein, et voilà, le point de départ, grosso modo, de l'histoire. Ici, dans le tome 3, on retrouve Ophélie et Thorn 2 ans et demi après la fin des événements du tome 2. J'ai été assez surprise de la position de l'auteur, ce choix de créer un gap de 2 ans et demi entre la fin du tome 2 et le début du tome 3, c'était assez audacieux. Et j'avais hâte de voir ce qui s'était passé pendant ces 2 ans-là. Et puis surtout, j'ai été encore une fois totalement embarquée dans l'histoire. Je trouve que son univers, il est totalement fouillé. Les personnages sont toujours aussi attachants. On en découvre de nouveaux, encore une fois. On est en plus dans un nouveau décor. Donc dans le tome 1, on découvrait l'arche d'Anima et surtout l'arche du pôle, la citatielle. Dans le tome 2, on découvrait une autre partie du pôle. Dans le tome 3, on découvre l'arche de Babel, du coup. Et cette arche, elle m'a complètement fascinée. Enfin, à chaque fois que je découvre des décors dans ce bouquin-là, j'ai l'impression d'être comme un gamin à Disneyland, quoi. C'est trop génial. En tout cas, si vous ne connaissez pas, mais foncez les yeux fermés. Là encore, c'est le genre de roman où on sait qu'on va passer un bon moment et qu'on va en prendre plein les yeux, quoi. Voilà ce que je peux dire sur ce coup de cœur-là. Et on va passer maintenant aux 2 mentions spéciales. Alors, la première, c'est un livre qu'on m'a offert à Noël 2016 et que j'ai découvert au tout début janvier 2017. Donc, c'est le livre de Luis Sepulveda, désolée pour la prononciation, et c'est l'histoire d'une mouette et du chat qui lui a appris à voler, chez les éditions Métayer. Cette histoire, je pense qu'il faut la voir comme un conte. C'est donc l'histoire de Zorbas, qui a une vie de chat tout à fait classique, hein, qui aime particulièrement ses propriétaires et qui a un peu une vie de patachon, on va dire ça comme ça. Et puis un jour, il y a sur son balcon un œuf de mouette. Il ne sait pas trop comment cet œuf s'est retrouvé là. Et il ne sait pas trop quoi faire parce que lui c'est un chat, il chasse les oiseaux, alors bon, elle l'a bien embêté. Et puis quand l'œuf éclot, la mouette va le prendre pour sa maman, forcément. Et lui, il va pas avoir le cœur de se débarrasser de la mouette, alors du coup, il va faire appel à des copains chats pour savoir quoi faire de la mouette et comment s'en occuper. Comment lui apprendre à voler, sachant que les chats, ça vole pas. Donc j'ai bien aimé découvrir cette histoire toute pleine de poésie et de douceur, cette vie de quartier, mais du point de vue des chats, l'amitié chez les chats. Ils ont tous des personnalités, mais ça m'a fait marrer de voir qu'on prêtait de telles personnalités à des chats. Enfin, je pense pas que ce soit une lecture qui soit spécifiquement destinée à la jeunesse. Je pense que peu importe l'âge qu'on a, on peut y aller les yeux fermés. En plus, ça se lit vraiment très bien, c'est très rapide. C'est très poétique. Voilà. Et enfin, la dernière mention spéciale, j'avais envie d'attribuer à ce livre-là, Cœur brisé, tête coupée de Robin Schneider chez Gallimard. Clairement, c'est pas l'histoire du siècle. Hein, on retrouve dans cette histoire Ezra Faulkner, qui a 17 ans et qui, sincèrement, au début du bouquin, a tout du lycéen américain de base. C'est bourré de clichés là-dessus, c'est vrai. Il a une petite amie qui est super belle, il est populaire, il a plein d'amis, il est sportif, tout va bien pour lui, son avenir semble tout tracé, voilà. Cliché, je vous l'avais dit. Sauf que il va avoir un accident et qu'il va le finir handicapé.
Et là, tout son avenir, enfin tout son monde s'écroule et même son avenir semble un peu entre guillemets compromis parce qu'en fait lui il comptait surtout sur les bourses de sport-études pour poursuivre ensuite après le lycée. Voilà. Il se remet en question et puis ben il va se retrouver à traîner avec les losers du lycée et ça va lui faire bizarre. Mais heureusement il va croiser le personnage de Cassidy et j'ai bien aimé comment la relation entre Ezra et Cassidy va être creusée, fouillée. Donc c'est pas l'histoire du siècle, je vais pas forcément m'attarder 300 ans là-dessus, mais voilà, j'avais envie de la faire figurer dans les mentions spéciales pour l'humour, pour la profondeur des relations Ezra-Cassidy et surtout pour cette fin qui est un petit peu originale dans ce genre d'histoire. Voilà. Et bien voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que je vous aurai convaincu de découvrir certains bouquins si vous ne les connaissez pas. En tout cas, moi je vous souhaite de très belles découvertes livresques pour cette nouvelle année qui commence et je vous dis à bientôt. Salut!